Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes une maman fatiguée, qui ne porte plus que sa casquette de maman et qui rêve d'avoir du vrai temps pour elle, pour dormir, pour bien manger en n'ayant rien à préparer, pour se faire masser, pour se promener en forêt, pour échanger avec d'autres femmes sans avoir un enfant dans les pattes, pour avoir du temps pour respirer et pour bouger. J'ai une bonne nouvelle. Réservez votre 14, 15 et 16 mars 2025 et rejoignez-moi pour le Mama Break. Le Mama Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent se reconnecter à la femme qu'elles sont. Un week-end dans une maison de campagne magnifique, à 2 heures de Lyon, en pleine nature. Un week-end déconnexion pendant lequel vous allez être bichonnés. Pour toutes les infos, rendez-vous sur ma page Insta clem-doula. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment. Entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut maman. Salut Clem. On réenregistre un épisode puisque, si vous ne l'avez pas encore écouté, il y a déjà eu un épisode avec ma maman, c'est l'épisode 29. Et suite à cet épisode, moi j'ai eu d'autres questions à poser et puis certaines personnes sur les réseaux m'ont envoyé d'autres questions. Donc plutôt que d'avoir un texte super long à lire, et ben on s'est dit c'est parti pour refaire un épisode. Donc merci de revenir à mon micro. Avec plaisir. Et en plus, ce qui est cool, c'est que cette fois-ci c'est en direct. On est face à face. Donc c'est aussi sympa. Est-ce que tu peux juste te représenter pour ceux ou celles qui n'ont pas écouté le premier épisode ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nathalie, je suis donc ta maman, entre autres. J'ai 62 ans, 5 enfants, 3 filles et 2 fils. Et je suis maintenant plus en activité professionnelle, puisque mon mari a pris sa retraite et nous sommes dans le sud au soleil, nous cultivons nos légumes et nous chérissons nos petits-enfants et nos enfants. Dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, on a surtout parlé de la place de la grand-mère. Dans les questions que j'ai eues sur les réseaux, il y a eu beaucoup de questions sur finalement ton rôle de mère, aujourd'hui avec le recul que tu as. Donc c'est surtout de ça, je pense, dont on va parler. Et il y a notamment une question qui a été « Comment être parent d'enfants adultes ? Quelle est la place ?» Alors, en fait, je pense qu'il y a un paramètre, c'est quand on devient parent jusqu'à sa propre mort. Nos enfants, ils peuvent quitter la maison, moi mes enfants, ils ont tous quitté la maison après le bac, c'est-à-dire à 17-18 ans, pour aller faire des études ailleurs que là où on était. Mais on reste toujours maman. Et aujourd'hui, mes enfants, ils ont entre 26 et 41 ans, et je suis toujours leur maman, et je m'inquiète éventuellement pour eux, ou pas, ou je me réjouis, de la même façon qu'on se réjouit et qu'on s'inquiète pour un enfant petit. La différence, c'est que d'abord, ils habitent plus là, et puis que, évidemment, le rapport verbal et les conversations ne sont pas les mêmes, puisqu'on a des rapports d'adultes. Mais on reste toujours une maman ou un papa, et c'est toujours nos enfants. Ton père, il a toujours « Oh mon petit loulou, moi je vous appelle ma chérie, comme tu appelles ma chérie tes filles. » Ça, je crois que ça ne change pas, c'est vraiment quelque chose qui reste. Et puis, ça, je pense que ça se fait naturellement. Comment tu t'inquiètes ? Parce que donc, quand on est parent de jeunes enfants, moi j'ai l'impression qu'on s'inquiète sur plein de choses. Sauf que c'est des jeunes enfants, donc tu peux plus facilement intervenir, dire, etc. Comment, quand ton enfant il est adulte, si tu t'inquiètes pour ton enfant adulte, tu peux lui dire sans en ayant justement ce rapport d'adulte, c'est-à-dire que c'est plus un enfant, c'est pas toi qui décide à sa place, quoi. Je pense que en tant que
en tant que parent, tu prends des décisions pour tes enfants quand tes enfants sont petits. Même si tu essayes, au fil des années et au fur et à mesure que tes enfants grandissent, tu essayes de les responsabiliser, de faire en sorte qu'ils soient capables de faire des choix. Mais pour être capable de faire des choix, il faut que les choix soient éclairés, donc il faut que tu aies guidé tes enfants dans le discernement général. Et si tu établis cette communication dès le départ avec tes enfants, cette communication, elle continue. Enfin, nous, on est une famille assez communicante. Donc, tu peux exprimer à ton enfant que tu te fais du souci pour lui, sans forcément lui dire « Ah ben si j'étais toi, je ferais comme ça ». Mais tu peux juste... En fait, je pense que l'inquiétude d'un parent, c'est une émotion. Et gérer cette inquiétude, c'est non seulement toi te dire « Je suis inquiète, pourquoi je suis inquiète ? Est-ce que c'est normal que je sois inquiète ? Est-ce que j'en fais pas trop, pas assez, etc. » Et puis si vraiment ça prend trop de place, le manifester à ton enfant, simplement en lui exprimant que tu es inquiète, mais parce que d'abord ça peut amener un dialogue, et puis ça peut éventuellement amener ton enfant adulte à te rassurer, ou à prendre conscience que peut-être effectivement, si son parent est inquiet, c'est peut-être justifié, voilà. Mais en fait, je pense que toute la difficulté d'être parent adulte, c'est pas tant de garder le lien, c'est de garder le lien en bienveillance, sans s'immiscer dans la vie de l'autre. Mais je pense que tu veux pas t'immiscer, mais il faut quand même dire ce que tu penses. Sinon, il n'y a plus de lien. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Comment ça me fait penser à comment toi et papa vous êtes intervenus, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon mot, mais quand ma deuxième maternité a été très difficile, et finalement vous étiez inquiet et vous me l'avez manifesté, voilà. Comment toi t'as vécu ça en tant que mère, de voir ta fille galérer en tant que mère ? En tant que mère, tu t'inquiètes parce que, donc on va parler de ton cas, je te connais, je sais ta joie, je sais ton sourire, je sais comment tu es, et puis tout d'un coup, je te vois t'affaiblir, entre guillemets, psychologiquement, physiquement, t'épuiser, déprimé, parce que au début, j'avais pas mis ce mot de dépression, mais vraiment déprimé. Et tu t'inquiètes parce que tu dis, si t'as besoin, je suis là. Et en même temps, ta mère, même si tu sais qu'elle peut t'aider, elle n'est pas forcément la personne dont tu as envie d'avoir les services à ce moment-là. Je sais que, parce qu'on en a déjà parlé, qu'il m'est arrivé de t'exprimer des choses avec maladresse. En tout cas, elles t'ont blessé ou elles t'ont heurté, alors que c'était pas du tout le but, évidemment. Le but, c'est jamais de blesser ses enfants. Mais en voulant peut-être donner un conseil, du coup, quelquefois, tu peux avoir un truc qui est maladroit, donc l'autre, ton enfant ou ton parent, parce que ça peut aller dans les deux sens, mais l'autre individu se bloque, et puis repart de son côté, et puis toi, tu restes là, et puis tu vois ta fille qui part, et puis là, tu te mets à pleurer, et puis il y a ton père qui me prend dans ses bras, qui me dit « T'inquiète pas, ça va aller ». Et en même temps, du coup, on s'envoie des petits messages, ou on espace les petits messages si on sent que c'est peut-être pas le moment, c'est trop tôt, mais écoute, je me manifeste pas, mais tu sais que je suis là, sous-entendu, la balle est dans ton camp, quand t'es prête, tu appelles. Mais oui, tu te fais du souci au quotidien parce que tu sais que ton enfant est pas heureux. Ça, c'est un gros souci. Tu te fais, par exemple, vous êtes tous partis faire vos études ailleurs. Heureusement qu'en tant que maman, on ne sait, et papa, on ne sait pas ce que font nos enfants étudiants au quotidien. C'est clair. Parce que, je veux dire, tu vis plus. Si tu te dis, alors attends, là ce soir il est parti, il a peut-être trop picolé, est-ce qu'il va rentrer machin, est-ce qu'il va pas se faire agresser, et puis alors là ils ont pris la route, est-ce qu'ils sont conscients que... Voilà, et donc, moi je suis... j'ai pas du tout eu le syndrome de nid vide quand mes enfants sont partis. Bon, vous êtes partis chacun votre tour, mais j'ai jamais eu le syndrome du nid vide. Le départ de chaque enfant a permis au suivant de s'épanouir, de trouver une place qu'il n'avait pas, ou en tout cas qu'il n'arrivait pas à exprimer. Je trouve que chacun votre tour, vous avez déployé vos ailes au départ de votre aîné.
Et puis quand vous êtes partis, nous on a retrouvé notre vie à 4, à 3, à 2, etc. Et puis en fait je pense qu'on s'était complètement psychologiquement préparé au fait de se retrouver tout seul. Et bon, on avait un métier qui était très prenant, donc, mais ça ne nous a pas du tout posé de problème. On savait que vous aviez fait des choix d'études et de partir. C'était vraiment des choix délibérés. On vous a accompagné le mieux possible, en tout cas de notre point de vue. Et après, on fait confiance. De toute façon, t'as pas le choix. Sinon, comme tu dis, tu dors pas, tu vis plus, quoi. Tu vis plus. Et à moins de couver tes enfants en les appelant tous les jours, ce qui n'a jamais été mon cas. Ouais. Voilà, donc il y a un moment, tu fais confiance. Mais c'est un... pour moi, c'est pas du tout un conseil que je donne, c'est vraiment... En fait, moi, j'ai cette chance de pas être particulièrement inquiète au quotidien et de pas être particulièrement stressée. Mais c'est une question de tempérament. Voilà, je sais pas si ça s'éduque, mais heureusement que tu sais pas tout. C'est clair. Ouais. Y a quelqu'un qui a demandé ton meilleur apprentissage en tant que mère de famille nombreuse. Mon meilleur apprentissage en tant que mère de famille nombreuse. La gestion d'entreprise sans avoir fait d'école de commerce. C'est clair. Parce qu'en fait, gestion de famille nombreuse... j'ai arrêté de travailler quand l'aîné avait 4 ans et je n'ai pas travaillé pendant 17 ans. Donc j'ai repris le travail quand le dernier est rentré au CP. Donc déjà, ça quand même, j'avais une casquette de mère de famille à temps plein. J'avais pas à côté une casquette d'entrepreneuse, de salarié quelque part. Voilà. Je n'ai fait entre guillemets que ça. Mais effectivement, c'est du full-time parce que en plus, on n'a jamais habité en centre-ville, sauf pour toi et ton petit frère, où du coup, vous avez été autonome quand toi, tu étais en fin de collège. Mais sinon, j'avais donc une casquette de chauffeur de taxi pour l'école, pour les activités. Et puis, du coup, tu apprends à gérer, en fait. Tu apprends à t'organiser, tu apprends à gérer. Je pense que je suis d'un tempérament organisé au départ, donc... il y a des choses qui sont évidentes, et puis après, tu apprends à manager. C'est-à-dire que, quand tu as un enfant, 2 enfants, tu essayes de satisfaire les besoins de l'un et de l'autre à peu près en temps réel. Quand on a 5, en l'occurrence, ce qui est notre cas, il y en a qui attendent. Tu attends ton tour. Le dernier, il a beaucoup fait de voiture. Il a pris des biberons et des tétés dans la voiture pendant que sa sœur était au cours de clarinette et que j'avais pas le temps de rentrer, etc. Il a beaucoup conduit ses frères et sœurs partout. C'est des enfants qui, du coup, en tout cas chez nous, ils ont appris à s'adapter. Voilà. Ça veut pas dire que les petits derniers passent systématiquement après, mais c'est vrai que nous, il y a quand même pratiquement 15 ans entre l'aîné et le dernier, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes désirs, il faut essayer de satisfaire tout le monde, ça s'équilibre. Enfin, tu essayes d'équilibrer. C'est de la relation, c'est des ressources humaines. C'est clair, puis du coup, tu gérais tous les stades de développement de l'enfant en même temps, quoi. Du minus à la crise d'ado, quoi. Du minus à la crise d'ado, et en plus, parfois solo, parce que ton père, comme il était commercial, il était absent 3 soirs par semaine, 2 ou 3 soirs par semaine. Et puis les week-ends, tu te dis, on va aller faire un truc en famille, mais sauf que y a le match de foot, il y a l'anniversaire de machin. Il y a l'anniversaire de trucs, il faut rhabiller machin. Oui, c'est de la gestion d'entreprise. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Et ça, moi, je ne l'ai pas appris à l'école, je l'ai appris sur le tas. Ouais. Est-ce que tu as un regret et une fierté en tant que maman ? Alors, je ne sais pas si c'est un regret. Disons que si je pouvais faire un rewind et me dire je changerais un truc, apprendre à être plus patiente. Parce que, voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué de nombreuses fois, mais comme à tout parent, je pense. Et mais c'est pas vraiment un regret, parce que voilà, c'est comme ça. Je suis toujours amusée par la phrase qui dit il faut que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Je pense qu'à l'instant T, on est la meilleure version de nous-mêmes. Et à l'instant T plus 1, on sera peut-être une autre version, mais on sera la meilleure version de nous-mêmes à l'instant T plus 1. Donc je pense qu'on fait de notre mieux. Y a des moments c'est hyper cool, il y a des moments c'est plus tendu. J'ai
je pense pas avoir de regrets et si j'ai une fierté, ben tu vois, dans le podcast précédent, tu me disais comment vous avez fait pour que nous qui sommes assez différents, finalement, on soit assez hyper soudés entre frères et sœurs. Ben voilà, ça c'est une fierté. Je sais pas, je ne m'en attribue pas la réussite, parce que je pense qu'il n'y a pas de baguette magique, mais c'est vrai que on est hyper fiers, papa et moi, et hyper fiers et hyper heureux quand on sait que, là par exemple, la semaine dernière, où on a vu passer une photo où vous avez mangé les couples proches les uns des autres, tous ensemble, et ben on se dit, ouais, c'est génial, quoi. On est super content que vous ayez ce plaisir à vous retrouver sans nous. C'est-à-dire que vous avez vraiment lâché la barrière du besoin des parents. Mais, et on est aussi content quand vous venez vous retrouver chez nous, mais vous n'avez pas besoin de nous. Ça fait combien de temps que tu es mariée avec papa ? 37 ans et demi. Comment vous avez fait ? Comment on a fait ? Eh ben, alors ça fait 37 ans et demi qu'on est mariés, mais ça fait que 38 ans et demi qu'on se connaît. Hein. Ça, ce sera pour une autre histoire. Voilà. On s'est connus, on s'est écrit pendant 1 an et on s'est mariés. Bon, il y en a qui disent ils sont un peu joueurs. On a gagné. On a joué, on a gagné. Comment on a fait ? Je vais pas dire que c'était facile tous les jours, parce que je pense que dans n'importe quel couple, il peut y avoir des tensions, mais on n'a jamais eu de grosses disputes. On a eu des chamailleries. Mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est ne jamais se coucher ou ne jamais se quitter fâché. Ça, moi, c'est quelque chose que je peux pas. Alors, je suis pas du tout rancunière, mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si l'autre, ce qui est le cas potentiellement de papa de temps en temps, si je lui dis un truc et qu'il le prend mal, il peut être un peu vexé. Il peut éventuellement, lui, aller se coucher un peu fâché. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, et une fois que je l'ai dit, je l'ai dit. Et en fait, être capable de se dire les choses, de se demander pardon, de s'excuser. Ça paraît tout bête, mais demander pardon, c'est parfois très, très difficile. Parce que ça veut dire reconnaître son erreur, reconnaître qu'on a pu blesser l'autre, et oh, mais je peux faire exprès. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, parce que oui, j'espère bien que tu l'as pas fait exprès. Mais prends conscience que cette situation, ce mot, cette attitude, j'étais mal à l'aise avec. Alors, après, on a aussi beaucoup travaillé sur nous. D'abord, au bout de 15 ans de mariage, je pense, on a fait un parcours de cette semaine de rencontres de couple. On se retrouvait une fois par semaine, pendant cette semaine. C'était un truc organisé, on était dans un restaurant, donc on s'occupait de rien, mais on avait un petit questionnaire à faire avant, et du coup on abordait des tas de thèmes qu'on oublie potentiellement parfois d'aborder quand on est marié depuis longtemps, qu'on est dans une espèce de routine. On parle plus forcément, les enfants sont devenus grands ou adultes, on parle pas forcément de nous, on parle pas forcément de notre foi en la vie, en la religion, etc. On parle pas forcément de sexualité. Donc en fait, ça nous amène à aborder ou à réaborder des sujets et de découvrir les sentiments profonds de l'autre, parce qu'en fait, l'autre est obligé de se dévoiler puisqu'il doit répondre aux questions. Et une fois qu'on a répondu aux questions, on échange les livrets et on discute. Et on s'occupe de rien, puisque on est dans un restaurant, le repas est organisé, il y a des serveurs, etc. C'est guidé, on a un temps, et voilà. Bon, nous, c'est le parcours qu'on avait choisi de faire parce qu'on l'avait sous la main. Il y a des tas d'autres, il y a des thérapies de couple, il y a des retraites, il y a des... Et puis, on a toujours, même si nos parents on n'a jamais vécu à côté de chez nos parents, mais on a toujours essayé, alors quand les enfants étaient petits, c'était pas toujours évident, mais de se retrouver tous les deux, une journée, une soirée, un week-end. Quand vous étiez plus grand, on arrivait à partir éventuellement une semaine, on vous casait chez les copains, et puis quand les copains partaient, on récupérait les enfants des copains. Mais se concocter des moments à deux pour se retrouver tous les deux, même si on n'a pas forcément de sujet particulier à aborder, je veux dire, nous on fait beaucoup de randonnées, on peut passer 6 heures de randonnée à pratiquement pas parler, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est quand même une communion ensemble, et un temps où on partage quelque chose, et voilà, et à part ça, je sais pas, l'amour, mais ça,
j'allais dire on n'y peut rien parce qu'on s'aime, mais en même temps ça se cultive, c'est-à-dire que je pense que il y a des jours où ton partenaire t'agace, il y a des jours où tu dis non mais ça va pas, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, ce jour-là, tu te poses et tu te dis non mais il y a 1% qui m'énerve, mais le 99% qu'on vit le reste du temps, c'est tellement chouette que ce 1%-là, ben, je vais pas dire que tu le mets sous le tapis parce qu'un jour il va ressortir, mais t'en discutes et puis c'est tout, c'est rien, c'est peanuts. Mais voilà, je pense pas qu'on ait une baguette magique. On continue à rire de nos bêtises. Riez, amusez-vous, riez, faites-vous rire avec vos bêtises. J'ai l'impression que vous avez aussi quand même toujours eu un projet de quelque chose. Projet qui évoluait, mais bon, déjà vous aviez 5 enfants, donc les projets, voilà. Mais même quand on était grand, vous avez beaucoup déménagé, donc mine de rien, ça fait quand même un truc à faire ensemble. Vous êtes reconvertis tous les deux pour ouvrir un restaurant, puis un autre, puis un autre. Oui, c'est puis vrai. vous avez préparé votre retraite. Puis, vous avez toujours un truc en commun, quoi. C'est ça. On a toujours un truc en commun et on n'a jamais attendu que ça vienne. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, ton père changeait de job régulièrement, ce qui nous a amené à changer éventuellement de ville. Et je pense pas être une grande aventurière, mais j'avais une excitation à me dire allez, on va démarrer quelque chose de nouveau, on va rencontrer des gens, ça va être. Voilà. Et je pense qu'on a eu des belles expériences, franchement. Et c'est vrai que. Ouais, alors. Quand vous êtes petit, moyen, grand, t'as toujours un projet parce que déjà quand tu changes de ville, il faut trouver des écoles pour les enfants et puis les nouvelles activités. Et puis tu es à l'écoute de tes enfants parce que tu l'as vécu, c'est pas facile d'arriver dans une nouvelle école quand tu as 10 ans, 11 ans, 13 ans et puis de te faire des copains alors que dans ta classe, ils sont en classe depuis qu'ils sont tout petits ensemble et ils t'attendent pas forcément. Donc tu essayes d'être là pour aider tes enfants, donc ça c'est un truc. Ton père, quand il changeait de boulot, il était focus. Moi, j'étais focus sur sur finalement l'installation de la maison, du cocon, des enfants, et lui, il était focus sur son boulot. Et puis, puis après, on a fait ça, plusieurs fois. Et après, il y a eu, effectivement, ce projet de resto en commun où là, vous étiez, les 3 aînés étaient déjà partis et toi, tu étais sur le point de partir. Et puis après, la retraite, parce que moi, je savais, je savais au fond de moi que la retraite, ça se prépare. La retraite, ça se prépare parce que quand tu bosses, que ce soit un truc intellectuel, manuel, etc., tu as une activité qui te prend 5 jours sur 7, tu as un rythme, et du jour au lendemain, pouf, tu te lèves le matin, tu te dis « Ah, je vais faire quoi aujourd'hui ?» Voilà, nous, on savait qu'on avait un projet, et on avait réfléchi pendant 2-3 ans à l'endroit où on voulait s'installer, donc on avait anticipé le truc, et du coup, ça a été un nouveau challenge, mais qui était hyper excitant, du coup, ça s'est super bien passé, quoi. Mais du coup, ça faisait aussi un truc que vous faisiez ensemble qui alimente aussi le couple. Absolument. En fait, je pense qu'on a vraiment alimenté notre couple différemment à partir du moment où on a travaillé ensemble. Parce que c'est pas donné à tout le monde non plus. Je pense qu'on a mis de l'eau dans notre vin à un certain moment, l'un et l'autre, parce que c'est pas évident. Je pense que vous nous avez aussi ouvert les yeux sur certaines choses quand on a bossé ensemble, parce que t'es tellement focus sur ton truc que tu te rends pas compte de cette espèce de cercle fermé dans lequel tu t'enfermes, de cette bulle dans laquelle tu t'enfermes, mais ça devient quelquefois l'air est vicié, quoi. Faut prendre l'air, faut... Et puis ouais, là, on se dit, est-ce qu'on irait visiter un truc? Est-ce qu'on part en voyage? On habite dans le sud, mes parents, moi, sont en Bourgogne, chaque fois qu'on prend la route, maintenant on se dit, tiens, on va s'arrêter là pour pique-niquer, on va aller visiter ce village, Donc on fait des trucs ensemble, on choisit des trucs ensemble, et il y a toujours quelque chose. On a envie de faire des voyages, on ne sait pas lesquels on fera pas, mais dans un coin de notre tête, voilà, il y a des petites lumières et on les garde éveillées parce que je pense que c'est ça qui t'aide à continuer à rester jeune. C'est clair. Il y avait une question sur la famille nombreuse qui était comment tu as su que le dernier enfant était le dernier et à contrario, comment tu as su qu'avant c'était pas les derniers? Alors, c'est rigolo parce que quand j'étais
ado, je sais pas, pré-ado, ado, on était pré-ado plus tard que vous. Je sais pas, j'avais eu peut-être 12 ans, 13 ans. Un jour, je me souviens, j'étais chez mes grands-parents et je dis à ma grand-mère, moi quand je serai grande, je me marierai, parce qu'à l'époque, les filles, elles se mariaient. Hein, donc je me marierai et j'aurai 2 enfants, un garçon et une fille. Alors elle a rigolé en me disant, bah tu te marieras peut-être, mais enfin si tu as 2 enfants, un garçon et une fille, c'est pas toi qui vas choisir. Et puis ton père est le dernier d'une fratrie, d'une adelphité de 5. Donc lui, il voulait absolument une famille nombreuse. Moi, j'ai un frère, une sœur. Je me disais, bon, 3 enfants, c'est bien, quoi. Et puis en fait, 3 enfants, bah ouais, c'était bien, mais un petit 4e, ça va être bien aussi. Donc t'es arrivé, et puis... alors, il faut quand même savoir aussi qu'à l'âge où vous mettez votre génération à faire des enfants, moi j'étais déjà mère de 4 enfants. Toi t'es née, j'avais 30 ans. Et sincèrement, à l'époque où t'es née, je pensais que je m'étais dit, bon, ça va, la famille est complète. Bon, vous êtes tous nés par césarienne, et du coup le médecin m'avait dit, est-ce que vous pensez que, etc. Et moi je lui avais dit, si j'ai pas de contre-indication, je veux pas faire une ligature de trompe qui serait une contraception définitive, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Tu peux perdre ton conjoint, tu sais pas ce que la vie te réserve. À 30 ans tu dis non, la famille est complète, puis finalement peut-être qu'un jour. Et j'ai bien fait, parce que finalement on s'est dit, allez, encore un petit dernier pour la route. Et là, bon, j'avais presque 36 ans quand Cyriaque est né. Le médecin m'a dit, on n'est pas obligé de ligaturer, hein, vous pouvez encore avoir des enfants si vous voulez. Mais l'aîné avait quand même, Gaël avait quand même presque 15 ans, et c'est quand même un grand écart à gérer. Et puis, mine de rien, tu te dis, mais il y a un moment, il faut s'arrêter. Parce que, enfin, il faut... comment tu fais ? Tu vas acheter un bus, tu vas... Mais indépendamment du côté matériel, parce que c'est pas ça qui nous a décidé, mais non, je pense que j'ai eu le sentiment que voilà, la famille était complète. Je me suis en fait posé la question, parce que comme Cyriaque et toi, vous avez 6 ans d'écart, c'était presque un enfant unique. Mais sincèrement, j'ai pas eu envie de repartir pour un enfant supplémentaire en me disant il faut qu'il soit 2 à grandir. Et puis finalement, Cyriaque n'est pas si enfant unique que ça. Voilà, donc je sais pas comment dire. Voilà, sur la table d'opération, j'ai dit au chirurgien, non, on a discuté avec mon mari, on arrête, on casse le moule, terminé. Et puis voilà, et je ne l'ai pas regretté. Je ne l'ai pas regretté. J'ai jamais eu je ne me suis jamais dit, si j'avais su, on en aurait. Non, sincèrement, j'ai eu le sentiment que la famille était complète, et c'était bien. Mais effectivement, alors peut-être que si j'avais choisi la ligature de trompe après ta naissance, peut-être que j'aurais pas eu ce désir de Cyriaque, je sais pas. Mais on était content de s'être dit, on garde la possibilité. Voilà. Okay. Il y a une dernière question qui était, comment expliquer l'avant-gardisme éducatif qui semble animer ta mère ? Alors, et ce n'est pas une impression, je vous confirme. Alors, je pense que j'ai une mère qui, à son époque, était déjà avant-gardiste. Donc, moi, j'ai un grand frère et une petite sœur qui a 18 points de moins que moi. Alors, on est 2 filles, on a été élevées pareil, soi-disant. Hein, quand on était petites, on nous prenait pour des jumelles, on était habillées pareil, etc. Sauf qu'on est radicalement opposés, on n'a rien à voir. Et ma sœur a posé beaucoup de soucis à mes parents. Parce qu'en fait, elle ne rentrait pas dans les cases. Et à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, il fallait rentrer dans les cases. Et donc, maman, elle a lu tout Dolto, elle a vu tous les psys pour ma sœur, et quand tu emmènes ton enfant chez un psy, en général, tu y vas aussi pour toi. Donc, elle-même, dans les fin des années 60 et dans les années 70, elle était, je pense, assez avant-gardiste. Elle était déjà suivie par un médecin homéopathe. Voilà, je veux dire, elle était hyper ouverte à toutes les possibilités de ce qui pourrait faire du bien à sa fille, parce qu'elle n'arrivait pas à la gérer, cette fille.
Et papa, lui, qui est beaucoup plus cartésien, il lui disait, bon, bah, si ça te fait du bien, voilà, il n'était pas contre. Il s'en fichait, du moment que potentiellement il y avait quelque chose. Donc je pense que d'avoir cette mère qui était ouverte dans son esprit, même si elle était, moi je l'ai vécue comme une mère hyper couveuse, un peu intrusive, etc. Mais je pense qu'elle était ouverte. Et on reproduit quand même ce qu'on a reçu dans notre éducation, donc elle était assez... je pense qu'elle était mère poule, moi j'ai pris carrément le contre-pied, mais elle était un peu rigide. Et moi, quand vous étiez petit, j'étais quand même un peu rigide. Et puis, j'ai eu la chance de travailler pendant 9 ans avec un médecin thérapeute. Et le fait de travailler avec lui, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et j'ai beaucoup lu, et j'ai fait beaucoup de séminaires de thérapie. Et ça m'a ouvert les yeux sur des tas de choses. J'ai compris des choses sur moi, beaucoup. Et du coup, j'ai compris aussi les blessures que j'avais pu vous imposer par mon comportement. Et le fait de les sentir, de les mettre en lumière chez moi, on a pu en parler. Il y a pu y avoir... Enfin, moi, je vous ai fait des demandes de pardon sur des... Même pas forcément sur des choses particulières, mais juste sur le fait d'avoir été à certains moments la mère que j'étais, même si c'était la meilleure mère que je pouvais être. Mais je pense que du coup, ça ouvre ce dialogue de se dire ouais, j'en veux peut-être à ma mère pour ça, mais finalement, je me rends compte que elle pouvait pas faire autrement parce qu'elle savait pas faire autrement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ? Oui, je vais me dire, mais en même temps, je ne savais pas faire autrement, donc ça ne sert à rien de regretter. Je pense que regretter quelque chose, si tu as pris le chemin A alors que tu pouvais prendre le chemin B, que tu avais conscience que tu pouvais prendre le chemin B, tu peux regretter. Quand tu fais, tu n'as pas le choix. Voilà. Le regret ne sert à rien. Et donc, je pense que travailler avec ce médecin, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup ouvert l'esprit. Et puis après, je ne sais pas... le fait de vous voir, vous, avancer et travailler sur vous et évoluer et me dire que, de toute façon, nous, on n'a pas la solution. On ne l'avait pas pour vous. On ne l'a pas pour vos enfants. Et quelquefois, c'est amusant parce que c'est une discussion qu'on a eue avec papa il y a quelques jours où il me disait je suis curieux de voir comment vont être nos petits-enfants parce que vous ne les éduquez pas de la même façon. Vous êtes plus dans le dialogue, j'allais dire. C'est-à-dire que vous allez plus dire à vos enfants, est-ce que tu veux ci ou est-ce que tu veux ça ? Alors que nous, on disait, tu prends ça et on y va. Tu vois, et en fait, je disais à papa, je pense que nos parents nous ont sûrement trouvé un peu trop laxistes avec nos enfants, mais on n'avait pas du tout envie qu'ils nous fassent de remarques, parce que c'est mon choix. Et je lui dis, nos enfants, peut-être qu'à certains moments, on les trouve trop ceci ou trop cela, mais c'est leur choix. Et quand on voit nos enfants aujourd'hui, je lui dis, moi je suis très contente de ce qu'on leur a donné, même si nos parents n'auraient peut-être pas prié dessus. Et je lui dis, je suis pas du tout inquiète, parce que malgré tout, il y a des cadres. Les cadres, ils sont peut-être moins serrés que les nôtres, plus serrés que les nôtres, ils sont différents. Voilà. Je pense que cette avant-garde, je ne sais pas s'il faut appeler ça de l'avant-gardisme, mais c'est une ouverture d'esprit en tout cas. C'est une ouverture d'esprit parce que je pense que personne n'a la solution. Et pour pouvoir être bienveillant, être dans l'empathie, être dans le conseil, il faut être ouvert à toutes les possibilités. Je pense que c'est un peu ce que tu fais aussi toi dans ton métier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution. Et la solution, elle se trouve pour chaque individu en fonction de son vécu, de sa relation à l'autre, etc. Tu vas dire mais j'ai 2 filles hyper rapprochées, je les ai élevées pareil. Oui, sauf que c'est 2 filles différentes, donc tu les élèves pas pareil. Même si c'est 2 enfants du même sexe, tu vas pas les élever pareil. Non, déjà on n'est pas pareil aussi. Ils sont pas pareils. Elles sont pas pareilles et moi je suis pas pareil non plus. En 2 ans, il y a plein de choses qui se sont passées. Bien sûr, t'as évolué et puis elles ont pas le même caractère et puis voilà. Donc je crois que il faut en fait garder cette ouverture. Et moi je le vois par exemple avec mes petites filles. Donc on a 4 petites filles et elles sont toutes les 4 différentes. Ce qui n'empêche pas le lien très fort
que je peux avoir avec les 4 et qui me le rendent bien, mais tu sais que leur façon de s'exprimer, leur façon d'avoir besoin d'être consolés, d'être câlinés, il faut les aborder différemment. Il faut les accueillir différemment. En fait, il faut être là. Il faut être là avec un cœur ouvert et un esprit ouvert, et puis voilà, quoi. Et la magie opère. Je sais pas si c'est de la magie, mais ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Merci pour ces nouvelles réponses. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions après. On fera peut-être pas un 3e épisode, mais si on a quelques-unes, je te les partagerai quand même. Je répondrai avec plaisir. Pour avoir tes réponses écrites. Merci beaucoup, maman. Merci à toi, Clem. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.